Raphaël Glucksmann, bonsoir. Vous êtes philosophe, essayiste et vous publiez Notre France, dire et aimer ce que nous sommes aux éditions Alary. Est-ce que je me trompe si je dis que ce livre est un peu une critique en règle de cette fameuse phrase qu'on entend très souvent qui est « c'était mieux avant ». Et c'est vrai qu'on l'entend souvent, c'était mieux avant la mondialisation ou avant l'immigration massive, entre guillemets. Voilà, et c'est vrai qu'il fait qu'aujourd'hui, on se pose des questions identitaires. Mais je suis pour qu'on se pose des questions identitaires et je prends au sérieux ce « c'était mieux avant ». Simplement, je pose des questions. Je dis avant qui, avant quoi, avant quand. On nous explique qu'aujourd'hui, nous avons une identité troublée, mais qu'avant, nous étions sûrs de ce que nous étions, nous n'avions pas de trouble. Donc j'explore cet avant et qu'est-ce que je découvre? Eh bien que, bien au contraire, depuis le début, nous avons une identité troublée en France. Depuis le roman de Renard, depuis le Moyen-Âge. Et la force de notre pays, ce fut exactement d'assumer ce trouble, d'assumer d'avoir une identité plurielle, équivoque, complexe, et c'est ce qui a permis à la France de parler au monde. Mais pour prendre l'exemple de l'immigration, la France a subi par le passé, comme ça, des immigrations d'une telle intensité à celle que nous subissons aujourd'hui? Mais elle a subi des vagues d'immigration plus grandes qu'aujourd'hui. Vous savez, en un an, 800 000 Espagnols arrivant. Nous avons l'immigration italienne de la fin du 19e siècle, où on expliquait que jamais ils ne pourront s'intégrer. L'immigration des Juifs de l'Est, jamais ils ne pourront s'intégrer. Ils sont trop différents. Et aujourd'hui, on cherche à remettre en cause, par exemple, le droit du sol. On nous explique que pour sauver la France, pour que la France reste elle-même, pour paraphraser Nicolas Sarkozy, il faut revenir au droit du sang. Mais de quand date le droit du sol? De 1315, pas de la République, pas de la Révolution, de 1315 de Louis X, qui dit que chaque étranger qui foule le sol de franc deviendra franc. C'est codifié ensuite en droit du sol, proprement dit, par François Ier. Donc la France a toujours été un pays de métissage. Ça ne veut pas dire que ça a toujours bien fonctionné. Mais alors pourquoi est-ce qu'on se pose poser une question simplement, c'est quoi être français? Si vous me dites que ce n'est pas de la généalogie, puisqu'au fond, la France a toujours été au vent comme ça des mouvements migratoires, alors c'est quoi? C'est une géographie? C'est être dans cet hexagone? Non, parce que la géographie elle-même ne nous dit pas qui nous sommes. Parce que quand vous regardez une carte de France, par exemple, contrairement à ce que beaucoup d'écrivains actuels ou de chroniqueurs actuels prétendent, eh bien la France n'est ni un pays continental, ni un pays océanique, ni un pays de paysans, ni un pays de marins. Ce n'est ni l'Allemagne, ni l'Angleterre. La France a une identité équivoque, y compris dans sa géographie. Non, la force de la France, c'est d'avoir, à certains moments de son histoire, produit des idées, des principes, et des principes qui font que les gens s'identifient à une nation qui, pour paraphraser un révolutionnaire prussien qui s'appelle Anacharsis Clotz, est plus qu'un pays, c'est une idée universelle. Et la France, ça a été ça. La France de Montaigne a été cela, mais la France de la Révolution, surtout, a été cela. Alors là, on est bien, vous avez écrit un beau livre, vous êtes essayiste, etc. Il n'empêche, plus de 60% des Français estiment qu'on ne se sent plus chez soi comme avant. C'est un sondage Ipsos, 62% des Français. Et vous racontez l'histoire d'un docker à la retraite, Jean-Louis, à Calais, alors qui, lui, voit, alors la jungle, je sais que vous n'aimez pas ce mot, mais voit les migrants en bas de chez lui, et il dit « je me sens abandonné », et le seul aujourd'hui qui me propose un peu une révolution de penser en dehors de la boîte, c'est Marine Le Pen. Les socialistes, eux, ils sont dans le moule. Mais c'est ce qui est intéressant dans ce que dit Jean-Louis Docker de Calais, électeur du Front National, c'est qu'il ne part pas dans une diatribe raciste contre les migrants, il explique que Paris a abandonné les classes populaires du nord de la France face au drame des migrants et face à la crise économique et sociale qu'ils subissent. Vous savez, la République, et en particulier la gauche, pendant longtemps, ça s'est fondé autour de l'esprit de ce qu'on appelle la nuit du 4 août. Elle était révoltée, l'abolition des privilèges. L'abolition des privilèges. Et ça a été le moteur de la République et le moteur en particulier de la gauche. Et quand la gauche abandonne l'abolition des privilèges comme moteur idéologique et pratique de son action, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, aujourd'hui, nous avons le Front National et Marine Le Pen qui remplissent ce vide. Souvenez-vous des élections départementales. Ce qu'il se passe, c'est quoi? C'est qu'une femme de ménage, qui s'appelle Madame Parfait, bat le sénateur maire socialiste qui l'employait et symbolise, elle appartient au Front National, et elle symbolise aujourd'hui l'alternative à ce que les électeurs du Front National appellent la caste, et ce qui a été, encore une fois, le moteur historique de la France. Alors pourquoi l'a-t-elle abandonné, la gauche, cet esprit d'Andromaque, de révolte, de la nuit du 4 août?
Parce qu'à un moment donné, elle s'est dit que les choses étaient acquises, que maintenant il fallait gérer, qu'il n'y avait plus de projet politique à inventer et que finalement l'histoire était finie. C'est ça la grande faillite de l'élite de gauche française. C'est qu'elle a pensé qu'il n'y avait plus rien à combattre, que de toute façon les choses étaient acquises. Pourquoi ? Pourquoi elle a pensé cela? Parce qu'elle était arrivée au pouvoir, qu'elle avait contrôlé le pouvoir aussi culturel dans le pays, et que donc elle s'est satisfaite de sa propre situation. Elle a pensé que le pays était à l'image d'elle-même, c'est-à-dire bien en chair, bien dans ses meubles. Et c'était faux, évidemment. Et la faille aujourd'hui de la gauche, c'est de ne plus avoir de projet de transformation de la société française. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui la condamne à mort. Moi, si j'étais un dirigeant socialiste... Pourquoi est-ce qu'elle est devenue timide comme ça en matière de projet? Vous avez l'air de dire c'est parce qu'au fond, elle a cru au projet communiste et elle s'est dit, oh là là, ces grandes utopies, finalement, ça mène au goulag. Et aujourd'hui, c'est ce qui la rendrait très prudente sur des histoires de vision et de héros qu'on porterait comme ça, comme un idéal commun. Pendant très longtemps, il y a eu un surinvestissement symbolique révolutionnaire en France, en particulier dans la gauche, où, en gros, on a vendu les révolutions communistes comme, paradis rouge, comme étant le paradis sur Terre. On se rend compte que ce paradis sur Terre cache en fait un univers concentrationnaire abject. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un moment naturel qui est une déconstruction des mythes qui ont structuré la gauche. Et il fallait les déconstruire. Mais une fois qu'on a déconstruit des mythes, une fois qu'on a cassé les symboles et les idoles, eh bien, il faut reconstruire quelque chose, réécrire un récit. Et moi, mon problème avec la génération des Hollande et des autres, c'est qu'ils n'ont jamais reconstruit ce récit. Ils n'ont jamais reconstitué un horizon collectif d'émancipation. C'est ça que Merkel... Non, parce que je pensais à Merkel, parce que la seule dont vous fassiez l'éloge dans ce livre, c'est Angela Merkel. Vous dites, elle au moins, elle assume l'accueil des migrants, ce que même Jean-Luc Mélenchon ne fait pas. Je fais l'éloge sur un point précis, qui est la crise de l'été 2015, la crise de l'arrivée des réfugiés syriens. Et ce qui m'étonne dans cette crise, c'est que nous avons un gouvernement de droite en Allemagne, de droite conservatrice en Allemagne, et un gouvernement et un président de gauche en France. Et la France a une tradition d'accueil des réfugiés. La République a une tradition d'accueil des réfugiés que n'a pas l'Allemagne. Eh bien, nous voyons une Europe à front renversé. Et à cette époque, à l'été 2015, il y a ce retournement historique extraordinaire qui fait que le supporter de foot allemand avec son panneau Refugees Welcome devient à l'avant-garde de l'humanisme et des principes universalistes européens, alors que l'intellectuel français, lui, mise sur le repli et se tait. Pourquoi Angela Merkel, d'un mot, a-t-elle été plus audacieuse de par son passé, son histoire? Je pense qu'il y a une dimension fondamentale qui est que pour oser affirmer des principes, quitte à froisser une partie de l'opinion, quitte à faire la guerre aux sondages qu'on nous assène jour après jour, il faut avoir un minimum de conscience de ce qu'est l'histoire. Or, Angela Merkel, elle est née dans un pays et elle en dirige un autre. Elle a vécu la chute du mur, la réunification et la libération d'un peuple. Or, donc, elle a une conscience historique qui manque complètement, que ce soit à François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Raphaël Glucksmann, merci. Donc votre livre, Notre France, dire et aimer ce que nous sommes. C'est aux éditions Alary. Merci beaucoup. Restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Nicolas Sarkozy à l'offensive hier au Zénith. L'ancien président se veut le défenseur de la France des oubliés. Reste qu'il recule sensiblement dans les sondages. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Sarkozy, ça se complique.